Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Origi! He's doing it! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Passion Foot pour notre débat de la semaine, débat consacré au retour du football. Ça y est, le football est enfin de retour à la télévision, pour l'instant bien évidemment, avec la reprise de la Bundesliga il y a maintenant 2 semaines de cela. Aujourd'hui, nous allons avoir cet après-midi un match très important entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on fait ce gros débat sur la Bundesliga, sur tout ce qui s'est passé, sur le niveau sportif, sur les différentes mesures sanitaires qui ont été prises, les joueurs, leur forme physique et aussi le retour des Français un peu au haut niveau. Tout ça, on va en parler directement dans le débat de la semaine. Mais c'est carton rouge là! Il y en a marre celui-là, là, tout le temps là! Il se fait 200 fautes par match, il a pas un carton! Et bien évidemment, pour parler de toute cette Bundesliga, de cette reprise du football, je suis toujours accompagné de mes 2 amis. Brieux, comment tu vas? Ah, super Charles, super. Ça fait plaisir de vous voir. De même, bien évidemment. Mathéo, toi, comment tu vas dans cette magnifique journée de reprise de Bundesliga? Salut les gars, bah écoutez, ça va super. On est très content d'être ici. Bien évidemment, voilà, vous l'avez compris, bien évidemment, c'est sur le retour du football, un gros bilan de ces 2 semaines qui se sont écoulées maintenant. On a vu beaucoup de matchs, à peu près donc une vingtaine de matchs, si je ne dis pas de bêtises, 18 au total, enfin quelque chose comme ça. Des matchs très intéressants, des matchs beaucoup moins intéressants. On va faire un gros bilan sur tout ça. D'abord, j'aimerais avoir votre ressenti un petit peu, messieurs, sur ce retour de Bundesliga. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans le global? Est-ce que vous êtes content de ce retour? Brio, qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, un avis général sur le retour de cette Bundesliga? Bah, ça fait plaisir de revoir du foot déjà. Et puis, on espère que ça va en appeler à d'autres. Non, mais c'est une bonne chose, je pense, de reprendre le foot en général, de changer les idées un peu des gens. Ça change de rester toujours chez soi, de voir des films, des choses comme ça, revoir du sport à la télé en direct, vibrer, avoir un objectif, entre guillemets. Là, c'est de supporter une équipe, mais ça fait du bien et ça change le quotidien, un peu de se dire, se raccrocher à quelque chose, à une date précise à laquelle on sait qu'il y aura vraiment un match. Et voilà, tout simplement, ça fait plaisir. Mathéo, ton ressenti, toi, tu es content de revoir du football à la télé, j'imagine? Ah, carrément, ça faisait 2-3 mois qu'on n'avait pas eu de match de foot, à part se manger des rediffusions, parfois très anciennes, qui ne sont pas forcément agréables. Mais ouais, non, mais c'est super, c'est top. On voit de beaux matchs de football, dont un cet après-midi entre le Bayern et le BVB. Donc c'est très agréable, surtout qu'il y a du beau jeu depuis 2 semaines. Quand même, on se régale, même si c'est à huis clos, etc. On en parlera après, mais on se régale. Donc écoutez, c'est super et j'espère que, comme a dit Brieux, il y aura de plus en plus de championnats qui vont reprendre, de plus en plus d'équipes qui vont nous régaler. On remarquera pour fêter le retour de la Bundesliga, Mathéo a refait son dégradé magnifique de Mathéo, vraiment incroyable. Incroyable, le dégradé de Dimitri Payet. On va passer d'un côté beaucoup plus sérieux, d'un point de vue vraiment sportif. Beaucoup de matchs, du coup, comme on l'a dit. Brieux, qu'est-ce que tu penses un peu du niveau sportif de la Bundesliga qu'affiche actuellement? On a vu des très beaux matchs, je pense notamment du coup au match Mönchengladbach-Leverkusen ou encore le match fou entre le Bayern et Francfort. Enfin, beaucoup de matchs qui sont quand même très intéressants. C'est quand même, on va dire, une bonne reprise quand même pour Bundesliga dans l'ensemble. Ou est-ce que tu trouves encore des choses à redire sur le niveau de certaines équipes, certains joueurs peut-être? Ah non, je trouve, dès le premier week-end, la semaine dernière, enfin il y a quasiment 2 semaines maintenant, il y avait des équipes qui étaient déjà en place, que ce soit le Bayern Munich qui a réalisé un match quand même assez solide contre l'Union Berlin ou encore Borussia Dortmund contre Schalke, si je ne me trompe pas. On a des équipes qui étaient déjà en place, qui avaient le jeu qui était bien huilé. On aurait dit qu'il n'y avait pas eu vraiment de coupure pour eux. Et finalement, l'écart s'est encore un peu plus creusé ce week-end, où on a retrouvé un Rasenball Sport Leipzig vraiment très très bon, qui a collé 5-0. Vraiment, il s'est baladé sur le terrain de Mayence. Et vraiment, les grosses équipes continuent leur moisson de points et de buts. Et les mauvaises équipes, c'est plus compliqué pour elles. Mais le niveau de jeu, franchement, assez surpris pour ce qu'on s'attendait. Enfin, personnellement, je ne m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel et positivement surpris. Hein.
La première semaine, on a eu quand même quelques matchs. Tu parles du match du Bayern qui a quand même été, on va dire, quand même assez ennuyeux dans l'ensemble. On ne sait pas non plus, c'était pas un grand match de Bundesliga. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as regardé comme match et quel a été ton ressenti par rapport à ces matchs? Est-ce que tu as vraiment regardé comme tu regarderas un match, on va dire, classique, ou est-ce que tu regardais parce que c'était le retour de la Bundesliga? Et est-ce que tu as été surpris par ce niveau quand même? Ben, moi, ce qui m'a marqué, c'est en effet, j'étais surpris du niveau de jeu proposé, surtout par les grosses équipes. Mais ce qui est quand même marquant, c'est l'écart entre les gros et les plus petites équipes. On voit peut-être que les gros ont des programmes de reprise, de préparation qui sont un peu plus poussés. Ils arrivent beaucoup plus près que des petites équipes qui se prennent là, des scores de tennis. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cet écart entre les deux. Mais sinon, j'étais surpris. On a vu du très beau jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dortmund qui est on fire, pareil pour le Bayern qui maîtrise tous les matchs et on a vu de beaux matchs, Leverkusen, etc. Donc franchement c'est pas mal, c'est encourageant en tout cas pour la suite. Il y a quand même un gros enjeu sportif dans cette Bundesliga qui est un des championnats les plus serrés actuellement en Europe. C'est cette bataille déjà pour le titre entre, bon, on va garder un peu le Bayern et Dortmund qui se tire un peu la bourre entre les deux équipes. Le match de cet après-midi est capital dans cette course-là. Derrière, on a un peu un deuxième wagon qui tient quand même avec Leipzig, Mönchengladbach et Leverkusen qui se tiennent entre eux pour une place en Ligue des Champions. Il y a Wolfsburg qui est aussi un peu dedans. Enfin, on a quand même un championnat qui est très homogène. Donc c'est quand même cool de voir un championnat où il y a de l'enjeu, où les équipes savent que les 3 points sont importants actuellement. Donc on a quand même des matchs qui sont vraiment intéressants. Je pense notamment, donc il y a eu le match, moi le match qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est Mönchengladbach contre Leverkusen. Un match où vraiment 2 équipes qui se tenaient, qui sont vraiment très, très proches au classement. Vraiment un match très, 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 très plaisant. Un match vraiment avec de l'adversité, serré, même si le score de 3-1 pour Leverkusen au final ne reflète pas tellement la philosophie du match. Mais quand même, on a des beaux matchs. On a des beaux matchs. Le match face au Bayern, entre Bayern et Francfort. Le Bayern qui gagne 3-2. Francfort qui gagne 3-0. Francfort qui revient à 3-2. Pour finir, gagner 5-2. C'est des matchs qu'on a aimé regarder, qu'on a vraiment pris du plaisir. La victoire 4-0 encore de Dortmund. Enfin, vraiment un aspect sportif qui est très encourageant pour la suite. On espère continuer à voir ces matchs-là dès cet après-midi, bien évidemment, avec ce fameux match entre le BVB et le Bayern Munich. On va faire aussi un petit tour sur les différentes mesures qui ont été appliquées un peu pour cette reprise. Beaucoup de mesures sanitaires. 3 vestiaires par équipe, 1 pour les entraîneurs, pour le staff en général, les joueurs titulaires, les joueurs remplaçants. Les équipes ne rentrent pas en même temps. Pas de contact sur les célébrations. Une mesure dont on pourra discuter aussi, bien évidemment, de ça, pour tous les différents aspects que cela renferme. Les joueurs remplaçants sur le banc, en tribune, avec 1 mètre de distance. Enfin, beaucoup de mesures qui sont prises en place. Mathéo, qu'est-ce que tu en penses de cette mesure? Est-ce que ça, on va dire un peu, pas de football, mais dans le sens où ça a changé la manière de regarder le football? Est-ce que tu vois le football différemment, toi, avec ces mesures ou pas? Ou est-ce qu'au final, c'est juste le terrain qui t'intéresse? Non, pas du tout. Honnêtement, moi, c'est le terrain qui m'a intéressé. Et je trouve que toutes ces mesures qui ont été prises ont été nécessaires vraiment à la reprise. Je pense que des fois, c'est des mesures qui sont un petit peu inutiles. On a vu, par exemple, les remplaçants qui sont à je ne sais combien de mètres de distance, alors qu'ils sont peut-être ensemble au quotidien à l'entraînement. Je trouve ça un petit peu ridicule. Mais ça permet aussi au gouvernement d'être plutôt tranquille. Voilà, donc je trouvais que c'était une reprise réussie. Et je voulais souligner la discipline des joueurs, même s'il y a eu pas mal de polémiques. Je trouve qu'ils ont été professionnels. Bon, des fois, tu as des petits tics de célébration qu'on a pu voir avec, je crois que c'était Leverkusen, ou peu importe, une équipe qui se sont jetées dans les bras, etc. Mais tu as d'autres équipes comme Mönchengladbach, avec Thuram qui célèbre un peu loin de ses coéquipiers, ou Lewandowski qui check du coup de tous ses coéquipiers aussi. Voilà, je trouve que ça a été vraiment respecté et on peut les féliciter, et ça va permettre aussi à d'autres championnats de s'inspirer d'eux et de pouvoir, ça a influencé les décisions et accélérer la reprise d'autres championnats, donc c'est vraiment réussi. Qu'est-ce que tu penses toi, un peu de ces mesures, pour revenir plus particulièrement sur une mesure qui moi m'a un petit peu, on va dire, étonné, la mesure des célébrations, pas de contact entre les joueurs lors des célébrations. On peut comprendre ça un petit peu, mais sachant que les joueurs sont en contact quasiment tout le temps, se collent dans les murs sur les coups francs, font l'échauffement même ensemble, ils s'échauffent ensemble côte à côte.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu on va dire, bon, on va dire c'est un peu politique aussi pour rassurer un peu toutes les personnes qui, déjà le gouvernement, comme a dit Matteo, mais aussi toutes les personnes qui vont regarder le football pour se dire, voilà, les mesures sont respectées. On sait, le football, c'est un sujet très sensible, notamment en France. Hein. Est-ce qu'on peut se dire, voilà, le football a pris cette responsabilité en disant, voilà, on fait les mesures. Qu'est-ce que tu en penses, un petit peu, toutes ces mesures? Est-ce qu'il n'y en a pas certaines qui sont un peu trop politiques plutôt que vraiment nécessaires? Non, moi je pense vraiment que c'était nécessaire dans le sens où, comme tu l'as dit, ça rejoint finalement le politique. Parce que au final, quand on regarde le lendemain dans les journaux, les images qu'on a généralement, c'est des images de célébration de foot. Et c'est des images où généralement on a l'habitude de voir les joueurs coller les uns contre les autres. Là, grâce à ces mesures-là, on voit les joueurs qui se checkent du coude ou qui respectent une distanciation. Et si d'un autre côté, le gouvernement et les gouvernements respectifs disaient tous distanciez-vous, prenez du recul, etc., et qu'on voyait les joueurs à chaque lendemain de week-end se serrer dans les bras, on aurait crié à l'injustice. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette décision-là est très juste, c'est parce que dans les médias, les images qu'on voit, c'est encore des images où les joueurs prennent du recul, ont de la distance. Donc c'est vrai que c'est un peu ridicule par rapport à ce qu'on voit, notamment sur les coups de pied arrêtés, les corners, toutes ces choses-là, pardon, où les joueurs sont collés. Mais quand ils pensent, dans les médias, les images qui ressortent, c'est les images de but. Et dans les images de but, après, on voit les célébrations. Et dans les célébrations, les joueurs sont séparés. Donc quand tu réfléchis, finalement, c'est parfait ce qu'ils font parce que en même temps, sur le terrain, on ne parle pas trop de ce qui se passe au corner, etc. Et on voit toutes les belles images des joueurs qui sont avec du recul, avec un peu de distance entre eux. Et c'est ces images qui font le tour des médias. Donc pour moi, c'est un coup de com' parfait. Et moi, je trouve ces règles vraiment très, très bien et bien appliquées. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Tu parlais d'une question d'image. On a vu lors du premier match qui marquait le retour de cette Bundesliga entre Dortmund et Schalke, la célébration d'Erling Haaland qui était un peu... vraiment, on va dire vraiment, il était à 1 mètre de ses partenaires en train de faire une sorte de danse avec Achraf Hakimi, Guerreiro et tous ses partenaires. Cette image a fait vraiment le tour du monde pour montrer en gros le nouveau football. Ça y est, le football reprend avec des mesures, comme tu dis, c'est une question d'image. Matteo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que vraiment le football avait besoin de cette bonne image ou est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Et qu'est-ce que tu penses du coup de ces mesures? Est-ce qu'il y a une question d'image qui rentre dedans ou c'est purement et simplement du sanitaire selon toi? Non, bien sûr, je pense qu'il y a l'aspect image qui entre en jeu pour éviter les polémiques. Et on sait que le foot est toujours visé par des polémiques inutiles, surtout sur les grandes chaînes TV, etc. Et ça a été, c'est réussi. Honnêtement, c'est réussi. À part en France où il y a des chaînes où je vois que ça fait vraiment polémique et ça me dérange parce qu'on ne souligne pas assez cet aspect professionnel. Vraiment, je trouve qu'à part peut-être une exception, tout le monde a plutôt bien respecté. Que ce soit les entraîneurs qui donnent les masques directement et se désinfectent les mains, les entraîneurs qui gardent leur masque sur le banc, c'est que c'est parfois un peu compliqué. Donc vraiment, il faut le souligner et il n'y a qu'en France, malheureusement, où on ne souligne pas assez. Après, c'est peut-être pas notre championnat, mais même si c'était arrivé en Ligue 1, je pense que ça aurait fait polémique aussi. Mais ouais, évidemment, c'est une question d'image et c'est important. Ouais, par exemple, j'ai juste une image qui me revient en tête là. C'est quand je regardais le match du Bayern la semaine dernière, quand Thomas Müller sort, il va pas frapper la main de son coach, mais lui donner un petit coup de pied assez gentil pour dire voilà, je te touche quand même, histoire qu'on se salue. Et cette image-là, encore une fois, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et ça montre aussi que voilà, tout le monde respecte les règles, mais ça peut toujours être bon enfant. Et ça, vraiment, j'ai apprécié dans ces règles-là, c'est qu'elles étaient mises en place de façon hyper intelligente et que les joueurs avaient compris ça. C'est pas une règle un peu, entre guillemets, une règle bête qui va être là juste pour embêter les joueurs. C'est une règle vraiment nécessaire pour montrer que tout le monde doit respecter sa règle. Tout à fait. Et puis tu l'as dit, Mathéo, tout à l'heure. Il y a une image aussi qui a fait le tour du monde, c'est en Bundesliga 2, où il y a un joueur qui, pour fêter le but, va faire un bisou sur la joue à son partenaire. C'est une exception sur beaucoup de matchs. On peut dire quand même que c'est assez respecté dans l'ensemble. D'ailleurs, il y a une personne au club qui est désignée maintenant à chaque match pour donner les masques aux joueurs. Dès la sortie et vraiment, quand on regarde par exemple les différents matchs, la première personne après le coach que voit le joueur en sortant, c'est cette personne-là qui est là avec son masque. On a vu, je crois que c'était Delaney qui en sortant du match contre Schalke faisait un petit peu la moue forcément parce que c'est pas très rassurant quand même de devoir porter un masque. Enfin, ça amène du risque. Est-ce que vous pensez aussi que le port du masque, on va dire pour les entraîneurs, c'est une bonne chose pour les joueurs aussi? Ou est-ce que voilà, c'est encore une fois une question d'image? Ou est-ce que au contraire, vous pensez sur cette mesure-là, vraiment sur le port du masque, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, sachant qu'il l'enlève quasiment? On sait qu'un masque, quand on l'enlève et quand on le remet, il n'est plus du tout efficace.
Est-ce que quand même ce port du masque pose pas un peu problème? J'ai vu, donc comme tu le disais Mathéo, les médias français jouent vraiment de ça. Enfin, de toute façon, bienvenue en France, hein, messieurs. Voilà, il y aura toujours des polémiques sur le football en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure du masque qui fait un petit peu polémique, surtout en France, quoi? Tandis que dans les autres pays, par contre, cette mesure est totalement respectée et tout le monde dit que c'est une bonne chose. C'est normal qu'on fasse polémique sur ça en France parce qu'on est le seul championnat des 5 grands championnats européens dont on sait qu'il ne va pas reprendre du tout. Alors que les autres sont en train d'essayer de trouver des arrangements, des dates, etc. En France, on est certain que le prochain championnat qui reprendra, ce sera celui de l'année prochaine. Donc c'est pour ça que les médias appuient vraiment le doigt dessus et montrent toutes les mauvaises choses parce qu'ils veulent un peu aller dans le sens du gouvernement et dire voilà, c'est comme ça que ça se passe, regardez, ils ne font pas bien les choses, on n'aurait pas pu le faire non plus. C'est pour ça. C'est encore une fois, c'est de la communication. Après, pour juger sur l'histoire des masques ou pas, moi, je ne m'y connais pas trop. Je ne vais pas aller faire l'épidémiologue ou je ne sais pas comment on dit. Voilà, c'est un coup de com'. Encore une fois, je pense que les coachs portent un masque. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. On sait que les joueurs sont régulièrement testés, qu'ils ont été testés au début. Et je pense qu'ils sont régulièrement testés afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de risque de contamination, etc. etc. Mais moi, ça me choque pas. Je pense que c'est une bonne idée. En plus, ça permet au club aussi de faire vendre un peu de merchandising et de faire du revenu avec les masques à l'effigie du club. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. De toute façon, ça peut pas être une mauvaise idée de porter un masque. Et en plus de ça, si ça peut faire vivre encore plus financièrement les clubs, foncez, allez-y. Je me disais, moi, j'attends avec impatience les masques du Paris Saint-Germain, hein. Moi, je signe directement. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée? Tu disais que tu étais un peu, on va dire, tu trouvais la mesure un peu bête de mettre les joueurs à 1 mètre de distance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de cette mesure du masque ou pas? Est-ce que c'est encore une fois un coup d'image? Est-ce que c'est un peu bête ou est-ce que c'est nécessaire? Bon, après, je ne suis pas là pour discuter des mesures. Je suppose qu'elles ont été prises de façon avec les médecins, il y a eu des conseils, etc. Maintenant, oui, il y a l'image dedans et c'est qu'il y a des mesures qui sont un peu contradictoires, qu'on a vu sur les célébrations et ils se collent au corner, au coup franc. Voilà. Mais maintenant, je vais pas aller à l'encontre des consignes sanitaires qui sont la priorité en ce moment. En tout cas, c'est pour l'instant une réussite. Le championnat allemand est une réussite, notamment au niveau des chiffres d'audience. Plus de 6 millions de téléspectateurs, je crois, lors du multiplex de Bundesliga la semaine dernière. C'est des chiffres qui sont exceptionnels. Autre mesure qui a été prise, bien évidemment, totalement nécessaire, là, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le huis clos. Les Allemands ont réussi à innover un petit peu avec ce huis clos. On a vu à Mönchengladbach où ils ont mis en vente des cartons pour rendre le stade complètement plein. À Cologne, j'ai vu hier qu'il y avait, on va dire, des maillots, des peluches qu'avaient offert les fans pour rendre un peu le stade vivant. À Munich, il y en a un DJ qui a été engagé pour mettre de l'ambiance dans les sonos, faire comme s'il y avait un public. Qu'est-ce que tu penses un peu, Mathéo, de tout ce qu'est en train de faire l'Allemagne pour rendre les matchs, on va dire, un peu plus télévisuels, faire passer ce huis clos comme étant un second plan? Est-ce que toi, le huis clos t'a dérangé quand tu as regardé les matchs? Est-ce que ça t'a vraiment dérangé ou est-ce qu'au final, le huis clos, c'est pas si mal? Non, mais c'est quand tu regardes du foot, tu as la fan expérience au stade, mais tu as la fan expérience aussi à la télé. Et quand on voit qu'il n'y a plus rien au stade maintenant, c'est surtout concentré sur à la télé et comment ça va rendre et comment rendre ce huis clos un peu plus agréable. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de bruit, on s'ennuie un peu, quoi. Ça enlève un charme au football. Et toutes ces petites innovations, je trouve ça sympa. Et ça permet de profiter un peu plus du match qu'à huis clos dans un silence de plomb. Toi, Goyo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, le huis clos t'a particulièrement dérangé au début? On sait que moi, enfin, alors, mon avis personnel surtout, c'est que quand on a eu les premiers matchs à huis clos en mars, notamment, que ce soit du côté de Valence, pour Valence-Bergame, pour le PSG, je crois que ce sont les 2 seuls matchs qui sont joués à huis clos d'ailleurs en Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Ça avait un aspect bizarre. Maintenant que c'est devenu un peu la norme, est-ce que ça te dérange plus que ça? Et est-ce que les actions menées par les Allemands sont des bonnes actions? Est-ce que ça rajoute un peu, du coup, comme a dit Mathéo, l'aspect télévisuel? Et pour moi, évidemment que c'est des bonnes actions, que ce soit, comme tu l'as dit, Charles, je crois que c'est 15 000 pancartes qui ont été vendues par le Borussia Mönchengladbach. Il y a Mayence aussi qui a mis en place une bâche que j'ai trouvé pas mal, histoire de meubler un peu les gradins, tout simplement. Je trouve que toutes ces actions-là sont des bonnes actions pour rendre plus agréable la fan expérience télévisuelle, comme tu as dit, Mathéo. Et en plus de ça, pour revenir sur l'expérience de Mönchengladbach, encore une fois, ça vient combler un petit trou budgétaire, donc c'est encore mieux. Après, c'est sûr que la fan expérience, quoi qu'il arrive, ne sera pas pareille. Et je ne sais pas vous ce que vous ressentez, mais moi, je sais que quand je regarde un match de foot, là, en l'occurrence, les matchs du Bayern, que ce soit Dortmund, etc., tous ces matchs-là, il manque quelque chose.
on manque toujours on sent qu'il manque ce truc de il y a de l'ambiance, on entend un peu, c'est un peu brouillon, on a un peu du mal parfois à entendre les commentateurs. Là, pas du tout, tout est très clair, tout est très net. On a vu, il y a une image qui a fait aussi le tour des réseaux sociaux le week-end dernier lors du match Dortmund-Schalke, les insultes entre les joueurs, ces choses-là, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est très marrant, mais ça manque de spectateurs. Après, on n'a pas le choix, donc on fait avec, mais je trouve que les clubs font des bonnes actions pour régler ça, et c'est bien, ça va dans le bon sens. Magnifique insulte de Jean-Claude Todibo, bien évidemment, au cyborg Erling Haaland. Magnifique. La France, encore une fois, bien représentée. Moi, personnellement, je trouve que le huis clos ne m'a pas forcément dérangé. Bizarrement, je m'attendais à vraiment, on va dire, être un petit peu déstabilisé, de ne pas avoir de supporters, de ne pas avoir de. Et finalement, je trouve qu'en fait, la qualité des matchs est passée avant tout ce qui se passait dehors. Bien évidemment, ça m'a un petit peu dérangé, par exemple, dans des matchs qui sont un petit peu ennuyeux, comme le match de l'Union de Berlin contre le Bayern Munich. Là, effectivement, le match n'était pas très intéressant et les supporters manquaient, sachant que l'Union de Berlin a quand même de très beaux supporters. C'est quand même, enfin, ça m'a pas plus dérangé que ça. Moi, ce qui m'a plus dérangé, par contre, c'est justement, ce qui m'a étonné surtout, c'est du coup ce DJ qui mettait de l'ambiance dans le stade. Bizarrement, moi, quand j'étais, je regardais à moitié le match, et puis j'avais l'impression d'entendre des supporters. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Enfin, dans le sens où j'ai raté un épisode, il s'est passé quelque chose, et puis en fait, après les commentateurs m'ont expliqué, ont expliqué que c'est un DJ, et j'ai trouvé ça un petit peu, je dirais pas, si on décide de faire le huis clos, faisons-le totalement. Je sais pas, moi ça m'a paru très bizarre d'avoir pour nous en tout cas en tant que téléspectateurs, c'est du bonus, hein, ça fait de l'ambiance, mais j'ai pensé aux joueurs en se disant, ça doit être bizarre pour les joueurs d'entendre tous ces cris, tous ces chants, parce qu'à mon avis, les sonos sont quand même assez importantes dans le stade, et ne rien voir autour, ça doit être quand même déstabilisant. Donc, moi, c'était un petit peu là-dessus où moi, je trouvais que le huis clos tout court ça me dérangeait pas plus que ça. Et que voilà, c'était, comme j'ai dit, la qualité des matchs est passée un petit peu avant tout. On regardait surtout ce qui se passait sur le terrain, et puis on peut regarder plus que ça, vu qu'il y a plus de supporters, donc on se concentre vraiment là-dessus. Mais voilà, c'était un petit peu le petit coup de gueule que j'avais sur ce huis clos de Bundesliga. Et là, justement, on va en parler du français. Regardez Alassane Plea qui vient de marquer derrière moi. On va en parler des Français, bien évidemment, des Français de cette Bundesliga qui ont fait quand même très bonne impression. On va parler d'abord justement du duo de Mönchengladbach, Alassane Plea, Marcus Thuram. Premier match la semaine dernière. Alors, je ne sais plus contre qui c'était malheureusement. J'ai plus le nom en tête. Si quelqu'un peut m'aider, je ne l'ai plus du tout. Mais bon, bref, ils ont gagné. C'était Francfort. Voilà. Francfort, victoire 3-0, si je ne dis pas de bêtises. 3-1. 3-1, bien évidemment. Bah, voilà, but de Marcus Thuram et d'Alassane Plea. Très grosse journée. Ils ont encore, du coup, on a vu but contre Leverkusen. Ils font quand même, ce duo-là marche très bien à Mönchengladbach, et ça représente un peu ces joueurs qui marchaient bien en Ligue 1, mais qui n'étaient pas non plus des grandes stars, et qui s'exportent en Bundesliga et qui cartonnent magnifiquement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brieux, un peu de ce duo et de cette représentation qu'on a un petit peu de ces Français qui s'exportent en Allemagne? Ah oui, totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'Alassane Plea et Marcus Thuram, plus Marcus Thuram d'ailleurs qu'Alassane Plea. Alassane Plea, je crois qu'il avait sorti une grosse saison avant de partir à Mönchengladbach, une saison à 18 buts, quelque chose comme ça. Marcus Thuram, c'est un attaquant qui marchait plutôt bien en Ligue 1, une dizaine de buts par saison durant 3-4 saisons. Mais l'attendre à ce niveau-là, même Alassane Plea, on sait qu'il a été sélectionné en équipe de France dernièrement. Et c'est une juste récompense parce que finalement, en Allemagne, ils démontrent tout leur talent. Après, c'est un football qui est totalement différent par rapport au football français, je trouve. Un football beaucoup plus porté vers l'attaque. L'objectif, c'est vraiment de marquer un but de plus qu'adversaire et non pas d'en prendre un de moins. Vraiment, et c'est vrai que les deux joueurs s'entendent très bien à la pointe de l'attaque de Mönchengladbach, et ça fait plaisir à voir. Et ouais, vraiment des belles actions, une belle entente. Tu l'as dit, le week-end dernier, chacun a marqué un but. Là, sur le but de Marcus Thuram, c'est Alassane Plea qui fait une passe. Les joueurs se trouvent bien, et vraiment, c'est très beau à voir. Et j'irai même plus loin encore avec Rami Bensebaini, que je trouve qu'ils ont vraiment très très réussi, un peu moins sur le match contre Leverkusen, où il a pris un peu l'eau, comme toute la défense de Mönchengladbach. Mais la semaine dernière, il a encore marqué, et c'est un défenseur gauche assez sous-coté, je trouve. Pareil, qui n'était pas un très grand joueur de Ligue 1, mais qui confirme bien à Mönchengladbach. Je crois même qu'il est capitaine maintenant de Mönchengladbach par moment. Donc vraiment, pour dire, une très très belle saison de ces trois-là. Et ouais, c'est
une belle marque de fabrique une belle pub pour le championnat français. La Ligue des talents, bien évidemment, qui exporte ses talents un petit peu partout dans le monde. Bien évidemment, on en parlera de ces joueurs de Ligue 1 qui sont aussi partis parce que Ben Sebaini, bien évidemment, est algérien, vainqueur de la CAN la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on en parlera de ces joueurs de Ligue 1 qui sont exportés. Un petit tour aussi du côté des défenseurs, Matteo, notamment du côté de Leipzig, avec Dayot Upamecano. On en a parlé dans d'autres émissions, vous pouvez bien évidemment retrouver sur la chaîne YouTube, de l'impact de ce rock, Dayot Upamecano. On parle aussi peut-être du côté de Benjamin Pavard qui a encore marqué pour le deuxième but contre l'Union de Berlin. Les défenseurs français marchent bien en Bundesliga en tout cas. Mais je trouve que, tu vois, Benjamin Pavard, c'est peut-être l'exemple parfait du modèle de l'Allemagne. Il part au LOSC, c'est un bon joueur, il n'a pas plus de temps de jeu que ça, sous l'ère Ancelotti, je crois. Il arrive à Stuttgart. C'est plus tard. Ouais, pardon, Antonetti. C'est pas trop la même chose. Ouais, donc il part à Stuttgart, qui est quand même un club. On se dit, quand tu es au LOSC, tu pars à Stuttgart, bon, c'est pas non plus un vrai bond en avant, mais il a su prendre son mal aux patients et aujourd'hui, il est champion du monde et arrière droit du Bayern de Munich. Donc, c'est vraiment ce type de joueur qui n'a pas vraiment de temps de jeu, mais qui se dit, allez, on va tenter l'expérience allemande. Dayot Upamecano, qui était à Valenciennes, et puis Mukiele qui était à Montpellier aussi. Donc voilà, tous ces joueurs, visiblement, ils prennent la bonne décision. Malang Sarr devrait aussi aller voir du côté du championnat allemand. Donc non, c'est bien et c'est aussi dommage pour nous, notre championnat, de ne pas pouvoir conserver ces talents et de ne pas pouvoir les former jusqu'à l'éclosion, quoi. Il faut aussi parler par exemple de Zagadou, malheureusement, qui s'est fait les croisés il y a très récemment du côté de Dortmund, qui fait aussi une très belle saison. On peut parler aussi peut-être d'Anthony Modeste qui a marqué encore une fois hier avec Cologne dans le magnifique comeback qu'ils font contre Düsseldorf. Enfin, les Français marchent très bien en Allemagne. On l'a dit tout à l'heure avec Raïm Ben Sebaini que les joueurs de Ligue 1, on va dire, s'exportent aussi très bien en Allemagne. On a vu par exemple, bon, c'est un détail, mais Ben Sebaini qui est parti. Koubek, le gardien de Rennes aussi, qui est parti du côté de Augsbourg, si je ne dis pas de bêtises. Guerrero qui est parti, l'ancien Lorientais, du côté de Dortmund. Enfin, la Ligue 1 marche très bien quand même. On a vu aussi, on peut aussi parler Ousmane Dembélé, bien évidemment. Ousmane Dembélé qui s'est vraiment révélé à Dortmund, même si on le connaissait déjà en France. Enfin, c'est un championnat qui marche très bien. Est-ce que selon toi, Brieux, c'est le championnat type pour vraiment, on va dire, éclore aux yeux du monde et en partant de la Ligue 1, il y a un passage qui est, allez, on ne va pas dire, mais un petit peu obligatoire en Allemagne pour continuer sa progression, ou est-ce que d'autres championnats t'inspirent plus comme étant vraiment les championnats qui permettent de se développer? Moi, je pense aujourd'hui que c'est avec la Ligue 1, le meilleur championnat quand tu es un jeune joueur qui veut se développer à l'étranger, parce que les débouchés c'est pas très compliqué, mais tu as beaucoup de temps de jeu quand tu es jeune en Bundesliga. Là, je ne fais pas peur. On n'en a pas trop parlé, mais aussi Moussa Diaby qui fait une très grosse saison du côté de Leverkusen. Alors que c'est des joueurs qui n'étaient pas forcément exceptionnels en Ligue 1, qui étaient titulaires, mais qui n'étaient pas dans le top 20 des meilleurs joueurs de Ligue 1, qui n'avaient pas trop d'autres débouchés en Europe, qui ont préféré prendre leur mal en patience, et finalement qui explosent totalement en Bundesliga. Je pense que c'est dû aussi au fait que le football allemand soit très, très offensif. Donc ça met évidemment en valeur tous les joueurs à vocation offensive. On a cité tous les attaquants, Moussa Diaby, Ousmane Dembélé avant, même encore avant Aubameyang ou tous ces joueurs-là. Mais aussi, du coup, comme les attaquants sont plus offensifs, les défenses sont mises à plus rude épreuve et ça permet aussi de montrer les bons défenseurs, que ce soit Pavard, Upamecano, Mukiele, même Abdou Diallo qui est revenu au PSG cette année. Donc moi, je trouve vraiment que c'est un championnat qui est une belle vitrine pour les jeunes joueurs qui ont du temps de jeu là-bas, qui arrivent à éclore, à faire leur trou. Et moi, je trouve vraiment que c'est une bonne option. Moi, si je suis un jeune joueur talentueux aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, j'irais bien jouer en Allemagne. Ouais. Théo, toi qui es un jeune talentueux, est-ce que tu vas en Allemagne, toi, ou pas? Bien sûr, non mais le championnat allemand, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un championnat qui est un peu moins médiatisé que les autres, par exemple, qui est un peu moins médiatisé que la Première Ligue. Et bizarrement, c'est là où il y a le plus de joueurs français qui réussissent. Première Ligue, c'était pour moi le pire championnat en termes de jeunes joueurs de la Ligue des talents, quoi. Mais je trouve intéressant de partir en Allemagne parce que tu restes toujours dans un championnat qui est agréable, qui fait confiance aux jeunes, sur un jeu, comme tu l'as dit, Brieux, qui est porté vers l'avant, assez offensif, assez joueur.
Et voilà, tu peux toujours te développer avec un certain temps de jeu. On sait que quand on est jeune, on a surtout besoin de jouer, de pouvoir s'exprimer. Et puis, c'est souvent des groupes où on travaille plus qu'en France. Donc, ça permet aussi de se bouger un peu plus, de se développer à l'entraînement et de continuer à marquer, à être bon en statistiques en match pour ensuite rejoindre peut-être un peu plus gros club comme Aubameyang qui est parti à Arsenal, ou après je peux en citer d'autres comme Dembélé qui est parti au Barça. Mais je trouve que c'est un exemple qui est super intéressant de partir d'abord en Allemagne pour continuer à se faire, pour ensuite partir dans un plus gros club un peu plus confirmé. Même s'il y a de très bons clubs en Allemagne quand même, hein, je ne dénigre pas le championnat allemand. En tout cas, cette reprise un peu en avance du championnat d'Allemagne permet aussi une certaine exposition de ce championnat de tous ces joueurs. On ne doute pas que certains joueurs vont prendre une valeur marchande beaucoup plus grande maintenant en Allemagne grâce à cette reprise. Alors, on va parler du coup justement des reprises. L'Espagne va donc reprendre, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 12 juin pour l'Espagne. L'Italie a annoncé qu'elle reprendrait soit le 13 juin, soit le 20 juin. L'Angleterre a commencé ses procédures pour reprendre aussi mi-juin. Est-ce que vous pensez que justement après, on va dire, ça fera à peu près un mois que l'Allemagne aura repris, que les autres championnats vont reprendre derrière? Est-ce que vous pensez, par exemple, Brieux, est-ce que tu penses que ce championnat, ces mesures qui ont été prises, ont influencé sur la décision des autres championnats à reprendre ou pas? Évidemment. Pour moi, c'est une évidence. L'Allemagne a un peu servi de cobaye, entre guillemets, en montrant que c'était faisable. Il fallait mettre des règles quand même très précises. On en a parlé avant, que ce soit sur le banc de touche, les vestiaires, la célébration, etc. Mais moi, je pense vraiment que c'est une bonne chose que l'Allemagne ait commencé avant, parce que ça leur a permis tout simplement une couverture médiatique beaucoup plus puissante, parce qu'ils étaient tout seuls dans le monde du foot, dans le monde dans les 5 grands championnats européens à reprendre. Donc, ça a donné beaucoup d'ampleur médiatique à l'Allemagne. Tu l'as dit, Charles, il y avait 6 millions de téléspectateurs, des chiffres vraiment invraisemblables pour des multiplex habituellement. Et à côté de ça, du coup, c'est les autres championnats derrière qui vont se gaver parce que l'Allemagne aura fini avant. Donc forcément, ça va créer une dynamique positive pour les 5 grands championnats qui vont, enfin, sans la Ligue 1 bien sûr, qui vont se tirer vers le haut. Et donc, c'est tout bénef pour eux. Magnifique Ligue 1 qui, bien évidemment, est encore le vilain petit canard du football européen. Mathéo, toi, est-ce que tu penses que justement, ça a pu influencer notamment l'Italie, qui est un des pays les plus touchés, ou encore l'Espagne? Est-ce que tu penses que, aussi en voyant aussi l'aspect économique que ça a engendré, les droits télé qui sont retombés, pas de prêt de l'État, hein, bien évidemment, pour sauver les clubs, les droits télé qui sont là. Est-ce que tu penses que cet aspect économique, en voyant les mesures qui ont été prises et aussi les questions d'image dont on a discuté juste avant, ça a pu permettre au championnat donc italien, espagnol, anglais très bientôt de se dire voilà, il faut qu'on reprenne à tout prix? Il faut qu'on reprenne à tout prix pour limiter les dégâts économiques, comme tu l'as dit. Ils vont toucher près, je crois, de 300 millions d'euros de droits TV, mais aussi tout ce qui est lié au sponsoring. Je sais pas, c'est une question qu'on n'a pas vraiment abordée, mais comment marche le sponsoring? Est-ce que les clubs de Ligue 1 sont encore rémunérés? Ça, je sais pas trop. Peut-être que vous arriverez à m'éclairer là-dessus plus tard, ou qu'on pourra faire un débat aussi là-dessus. Mais c'est vraiment poussé par des intérêts économiques. Et puis on voit que l'Allemagne, ça marche. C'est une belle organisation. Il n'y a pas de cas positif au Covid-19 sur les 2 dernières semaines, si je ne me trompe pas. Il y a une belle image derrière. Donc, et puis, il voit que c'est un coup de pub. C'est un coup de pub qu'on voit les records d'audience de la Bundesliga. Tout le monde va se jeter sur le championnat espagnol et surtout sur le championnat anglais dès qu'ils vont reprendre, avec un public français qui n'a plus de matchs à regarder en Ligue 1 aussi. Donc, c'est un fossé qui va se creuser encore une fois avec le championnat français, malheureusement. Évidemment, on parle toujours de ce fossé qui est en train de s'agrandir de jour en jour. Petite information, Jean-Michel Aulas s'est félicité, l'OL en tout cas a félicité le championnat espagnol pour sa reprise. C'est encore un petit communiqué à la Jean-Michel Aulas comme on apprécie en France, dans ces petites guéguerres d'intérêt. En tout cas, personnellement, moi j'ai hâte de retrouver un peu le championnat italien, anglais, espagnol, histoire d'avoir beaucoup plus de matchs à regarder, même si bon, la Bundesliga propose des matchs très intéressants. Je vous avoue que hier, quand je me suis regardé les 3 matchs qui ont suivi, Schalke-Augsbourg, Leipzig-Mayence et Cologne-Düsseldorf, je vous avoue qu'à part le match de Leipzig, c'était un petit peu compliqué de rester tout longtemps. J'aurais bien aimé voir peut-être un petit match espagnol ou italien derrière. Ce choix qu'on va avoir va aussi permettre beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, Mathéo, très intéressant aussi le truc sur le point sur le sponsoring. C'est pas du tout comment ça marche pour les clubs français, alors que les clubs allemands et étrangers, eux, vont continuer à percevoir leur dû, bien évidemment.
avec cette longue pause arrêtée. Bien évidemment, c'est un débat qu'on pourrait avoir plus tard par la suite. Pour terminer ce gros débat, messieurs, je vais vous poser une petite question sur ces 2 semaines. Un petit moment, une petite équipe, un joueur peut-être qui vous a marqué dans ces 2 semaines de compétition. Brieux, toi, quel est vraiment, on va dire, j'ai pas envie de dire ton coup de cœur, mais un petit peu le truc qui t'a fait kiffer dans cette reprise de Bundesliga pendant ces 2 semaines? Moi, j'ai bien aimé le duo français de Mönchengladbach dont on a parlé un peu avant, Marcus Thuram, Alassane Plea. J'ai trouvé vraiment qu'ils jouaient bien ensemble, qu'ils s'étaient trouvés et je serais curieux de les voir l'année prochaine en Europe pour voir ce que ça donne à un niveau un peu plus élevé. Mais j'ai vraiment apprécié les retrouver comme ça. On aurait pu dire qu'ils avaient joué ensemble depuis vraiment plusieurs saisons. Et je trouve vraiment que ça donne quelque chose de très alléchant à cette équipe de Mönchengladbach, vraiment une force de frappe offensive comme ça. Donc, ouais, moi, c'était ce duo-là. Mathéo, toi, très rapidement, un joueur, une équipe, quelque chose? Alors moi, je vais partir plutôt sur une équipe. Et c'est un collectif que j'apprécie plus particulièrement depuis la reprise. C'est les Leverkusen, que je trouve vraiment très en forme depuis leur reprise. Ils sont sur 2 victoires. Et ils étaient déjà sur une série de victoires très impressionnante avant l'arrêt du championnat à cause du Covid-19. Ils avaient vécu un mois un petit peu compliqué avant de se reprendre. Et là, ils continuent vraiment leur belle performance. 7 buts marqués et 1 but encaissé. C'est le meilleur ratio, je pense, but pris, but mis depuis la reprise. Donc, ce qui est vraiment très impressionnant. Il confirme avec des bons joueurs, notamment, on a parlé tout à l'heure de notre Ligue des Talents, et Moussa Diaby qui est vraiment exceptionnel. Franchement, il m'a régalé sur ces 2 matchs. Et puis, ils ont d'autres joueurs qui sont très talentueux aussi. Donc voilà, c'est pour moi big up au Bayer Leverkusen qui fait une très belle saison, une très belle reprise et qui est notamment encore en course pour l'équipe n'est pas très loin du Bayern quand même. C'est un championnat qui est très serré. Et je crois qu'ils sont à 53 points et le Bayern à 61 points. Donc ça reste quand même très serré et ça nous promet un beau sprint final. Et surtout, pardon Charles de te couper, Kai Havertz, qu'est-ce qu'il nous fait là sur les 2 matchs de reprise? Faut en parler, hein. Un phénomène. J'allais venir sur Kai Havertz, qui est quand même un joueur qui est époustouflant depuis quand même, depuis 2 saisons quand même. Hein. Ça fait 2 saisons qui montre vraiment son niveau de jeu assez impressionnant. Moi, pour être plus dans le contraire, vous avez parlé de 2 équipes, de 2 joueurs qui sont quand même très flamboyants. Moi, je vais prendre un petit peu le côté inverse. Une équipe qui vraiment m'a complètement déçu. Une équipe, mais alors incompréhensible dans le plan de jeu, dans la tactique, dans le niveau, dans les choix faits. L'équipe de Schalke 04, il faut en parler un moment parce que cette équipe est catastrophique, mais enfin, c'est incroyable. On en a parlé tout à l'heure avec Jean-Claude Todibo qui montre un peu la French touch dans ce championnat du côté négatif, mais ils ne savent pas mettre un pied dans l'autre. Weston McKennie au milieu de terrain, il n'arrive pas à une passe. Enfin, on en parlait aussi tout à l'heure, ce gouffre qu'il y a entre les grosses équipes et les petites équipes. Moi, la représentation de ce gouffre, c'est Schalke. Ils se sont fait bouffer par Dortmund. Ils sont 8e au classement. Hein. 8e, c'est pas non plus une catastrophe, parce qu'ils font une première partie de saison magnifique. Mais là, sur les 2 matchs qu'on voit contre Augsbourg, ils se font manger. Enfin, faut vraiment que l'infirmerie de Schalke se vide. Le retour du Benjamin Stambouli, hein, bien évidemment, quand on tourne du côté de Schalke. Enfin, j'ai très peur pour cette équipe de Schalke qui est dans une situation financière qui est aussi catastrophique. Enfin, à 2 doigts de la faillite si le championnat n'aurait pas repris. Enfin, pour moi, c'est la représentation de cet écart entre les gros et les petits. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Brieux, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, comme tu as dit, c'est une équipe. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une équipe qui était bien en place avant la reprise du championnat. Et là, à l'inverse totalement justement de Leverkusen dont tu parlais, Mathéo, ils ont pris 7 buts en 2 rencontres. Ce serait le temps de sonner à la tirée d'alarme en défense et de faire un peu de changement. Après, comme tu as dit, Charles, il leur manque pas mal de joueurs. Il y a Aminari qui n'a pas joué. Stambouli, vraiment, quel joueur. Non, mais sans plaisanter, il leur manque pas mal de joueurs sur blessure. Donc j'espère pour eux que ça va aller mieux. Mais là, c'est con. Enfin, c'est dommage parce qu'ils étaient sur une bonne saison et finalement, ils vont finir comme l'an dernier ou les années précédentes, un peu à l'arrêt en fin de championnat. Quoi. En tout cas, on suivra bien évidemment la suite de championnat allemand dès ce soir, dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ce match entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, gros match, avant de pouvoir retrouver les autres championnats, italien, espagnol, anglais, et pas français, évidemment. Mais en tout cas, on prend vraiment un plaisir à continuer à débriefer
tous ces championnats qui vont reprendre petit à petit. Le football est enfin de retour, messieurs, ça y est, on peut enfin faire des émissions sur le football, ne plus spéculer, ne plus faire des débats sur des actualités. C'est vraiment un pur plaisir. J'espère que vous partagez ce plaisir avec moi, bien évidemment. En tout cas, merci encore beaucoup d'avoir regardé cette magnifique émission sur ce retour de la Bundesliga. On vous souhaite un très beau match qui va suivre juste derrière. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube. Likez, abonnez, partagez. Enfin, vous connaissez un petit peu la suite. Rejoignez-nous sur Instagram. Merci encore, Brieux et Mathéo, d'avoir été là pour cette magnifique émission. Et bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très rapidement. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Avec plaisir. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas.